Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, une étude un peu particulière, c'est-à-dire la confrontation de la Bible et de la science. Donc on va essayer de voir ce que dit la science, puisque la Bible, on sait, c'est assez simple, en particulier sur la création de l'homme. Et le domaine scientifique que nous allons étudier ce soir, c'est la génétique. Je propose de commencer par lire le texte de la Bible, de la parole de Dieu, qui nous parle de la création de l'homme, dans Genèse chapitre 1, pardon, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Pour plus de détails et de renseignements sur la création de l'homme, je vous propose de consulter un partage que nous avons déjà fait, qui est sur YouTube, sur la création de l'homme le 6e jour. Pour avoir plus d'informations, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, mais on va survoler puisque ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc le texte biblique nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et il les créa, hommes et femmes. À partir de la terre, ça on connaît le texte. Tous les hommes sont vraiment différents aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on regarde la population mondiale, je parle des hommes, on va parler des femmes tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de difficultés à se rendre compte qu'on est tous différents. En plus de la couleur de peau, il y a des traits qui sont très particuliers en fonction des uns et des autres, donc on est vraiment tous différents. Pourtant, la Bible affirme que nous descendons tous d'un seul homme. Pour beaucoup, très difficile à croire, voire impossible à croire. C'est même pour beaucoup de chrétiens d'ailleurs aujourd'hui encore, ou peut-être plutôt particulièrement aujourd'hui, c'est une question qui est difficile et que souvent on essaye d'éviter parce que dire que la Bible, affirmer que l'on croit à ce que dit la Bible paraît un peu surprenant aujourd'hui. Donc certains amènent des explications plus ou moins acrobatiques pour nous dire qu'en réalité, quand le mot Adam est un singulier qui sous-entend un pluriel, dans la langue hébraïque, c'est un singulier et il s'agit d'un homme. Donc la Bible dit bien qu'il s'agit d'un homme et d'une femme qui sont à l'origine de l'humanité. Il y a 6000 ans approximativement. Pourtant, il y a une faute, tous les récits fondateurs affirment que nous avons un seul être commun. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend tous les récits fondateurs, le récit fondateur, c'est le I Ching pour la Chine, donc un livre qui a été écrit 400 ans avant la Bible. Le Popol Vuh, qui se trouve en Amérique, chez les Amérindiens, donc tout ce qui est Maya, Inca, Aztèque, etc. Le Popol Vuh. On a la Bible, évidemment, pour le Moyen-Orient et l'Europe, l'Afrique. On a le Landna Bok, qui est en Islande. On a la Théogonie d'Hésiode chez les Grecs antiques. On a l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie. On a la tradition orphique chez les Romains. On a le Djurkurpa, qui se traduit par le temps du rêve chez les aborigènes d'Australie. On a la tradition du Komo en Afrique, et bien d'autres. Et à chaque fois, ces textes nous parlent du fait qu'au départ, il y avait un seul homme, une seule femme. Donc c'est-à-dire que partout dans le monde, même sur les endroits les plus reculés de la planète, on a ce récit fondateur, que certains appelleront mythique, du fait qu'il y avait un homme, une femme, au départ de tout. Et dans presque tous ces récits, presque quelques-uns c'est un petit peu différent, mais dans presque tous ces récits, il y a un Dieu créateur qui a formé l'homme d'ailleurs à partir de la terre et qui l'a formé à partir de la parole. Alors pour certains textes ça va être de la musique, le chant, mais en tout cas c'est toujours lié à la parole. Donc on a ce récit fondateur d'un créateur à partir de la terre, autant dans le I Ching, dans le Popol Vuh que je connais, dans la Bible, on l'a dans la Théogonie d'Hésiode, on l'a dans l'épopée de Gilgamesh, on a la tradition orphique, on a chez les aborigènes d'Australie, et on a dans le Komo. Il n'y a qu'un seul endroit où il semble que c'est un peu différent, c'est en Islande. Mais on a aussi, je n'ai pas parlé, du Groenland, etc., où on a exactement les mêmes récits. Donc on a quelque chose qui est, je dirais, dans le fond, dans l'origine même de l'humanité, partout, on a cette pensée qu'il y avait un seul couple au départ. Et que dit la science ? Que dit la science, et en particulier la génétique ? C'est ce que nous allons voir ce soir.
Donc nous allons rentrer un petit peu dans la génétique. Alors pour les spécialistes, vous m'excuserez, je vais faire quelques raccourcis parce que sinon on en a pour la nuit, parce que la génétique c'est quelque chose de vraiment très très complexe. Pas vraiment complexe mais très étendu. Donc on va faire des raccourcis, sachant que pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, tout est vérifiable par la suite dans les ouvrages spécialisés. À la fin du document, à la fin de notre étude ce soir, il y aura, je vais mettre une petite bibliographie qui permet d'avoir un peu des sources valides au niveau scientifique. Ce sont tout ce que j'ai pris comme source scientifique. Aucune dans la bibliographie des deux sources croyantes, chrétiennes, ou même pas chrétiennes, mais croyantes tout court. C'est-à-dire qu'on a affaire à des scientifiques évolutionnistes athées. Donc, c'est-à-dire que pour vraiment prendre des bases scientifiques qui semblent être solides. Donc l'ADN est le support de la génétique. Donc je parle de l'ADN, on va parler de l'homme, on ne va pas parler de tout ce qui existe dans le monde du vivant, même si ça se ressemble. Chacun de nous, nous possédons une signature génétique unique, ce qui permet de retrouver des traces génétiques. Nous sommes issus, nos gènes à nous, sont des mélanges des gènes de nos parents. C'est-à-dire qu'en fait, notre père et notre mère nous ont donné une partie de leurs gènes à chacun pour nous former, pour faire ce que nous sommes. Donc nous avons le mélange des gènes qui eux-mêmes, nos parents, sont les mélanges des gènes de leurs parents, et ainsi de suite, et on remonte. Qui sont les mélanges des gènes de leurs ancêtres, aussi loin que l'on puisse remonter. Certains ont fait leur arbre généalogique qui remonte, j'ai entendu quelqu'un qui avait fait un arbre qui remontait jusqu'au XVe siècle, donc il peut retrouver un peu l'arbre de ses ancêtres au niveau généalogique, et il est le mélange de tout ça, au niveau génétique. Voilà. Et c'est une signature unique. Mais il y a un chromosome qui ne subit aucune variation, en particulier le chromosome Y, chez les hommes. Chaque être humain possède 2 chromosomes sexuels. Chez la femme, chez l'homme, c'est XY, chez la femme, c'est XX. C'est ce que nous dit le texte biblique. Dans Genèse chapitre 1, verset 27, nous lisons le texte que nous avons lu tout à l'heure. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Tout à l'heure, dans le texte que j'ai lu, il les créa hommes et femmes. Si on prend le texte littéral, c'est en hébreu, il le créa homme et femme. Alors, certains ont glosé là-dessus pour dire qu'en fait, peut-être que Adam était hermaphrodite au départ, puisqu'il avait les deux. Non. Si on prend bien le texte biblique, les mots hébreux, on va bien voir. Homme, c'est la traduction de Sakar. Sakar, en hébreu, qui veut dire porteur du gène mâle. C'est pas Adam ou Ish qui veut dire homme. C'est porteur du gène mâle. Et femme, Nekeba, en hébreu, signifie porteur du gène femelle. Ça veut dire que Dieu créa l'homme porteur du gène mâle, porteur du gène femelle, c'est-à-dire XY. On retrouve ça aussi dans le Nouveau Testament, Marc, chapitre 10, verset 6, donc le Nouveau Testament qui a été écrit quasiment 1600 ans après la Genèse, en grec, il est dit « Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme ». Et l'homme, c'est aren, en grec, qui veut dire porteur du gène mâle. Et ce n'est pas écrit justement, et non anthropos en grec, qui voudrait dire homme, l'homme, l'individu, l'homme, l'être mâle. Tandis que là, c'est porteur du gène mâle, c'est aren. Et la femme, au même titre, on a telus, qui signifie porteur du gène femelle, et non pas gouné qui aurait désigné une femme. Un être humain complet, une femme. Donc on a bien au commencement, Dieu fit, le premier homme, il était porteur du gène mâle et du gène femelle, c'est-à-dire XY. Génétiquement parlant, l'homme est le seul à porter les gènes X et Y, puisque la femme porte les gènes XX. C'est très important pour bien comprendre la suite. L'homme et la femme, XY, XX, c'est ces deux chromosomes, c'est cette paire qui est non appareillée justement chez l'homme et qui est appareillée chez la femme, c'est la base de la reproduction propre à tous les êtres vivants créés le 6e jour de la Genèse. Le 6e jour, Dieu créa, donc il n'a pas créé que l'homme, il a aussi créé d'autres animaux, et c'est entre autres une particularité de ce 6e jour. Tous les animaux désignés dans la Bible créés le 6e jour sont tous basés sur une reproduction sexuelle, sur 2 paires comme cela. Donc, et on a vu aussi, quand on avait étudié, que le 6e jour, tous les animaux désignés dans la Bible sont tous homéothermes, c'est-à-dire qu'ils se gèrent seuls, en interne, au niveau de leur température du corps.
Chez les serpents, les oiseaux, les papillons, la situation est inversée, puisqu'en fait on a du ZW, ce ne sont pas tout à fait les mêmes chromosomes. On a du ZW chez les femelles et du ZZ chez les mâles. Donc on a la paire identique chez le mâle et la différence chez la femelle. Sans que l'on sache si c'est la présence du W qui détermine le sexe femelle ou la duplication du Z qui produit le sexe mâle. On ne va pas approfondir, puisque ce n'est pas le sujet de ce soir. Sur les animaux, c'est sur l'homme. Les vertébrés à sang froid, donc ce qu'on va appeler, ce qu'on a vu quand on a étudié la création, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les dinosaures, les reptiliens, eux n'ont pas de chromosomes sexuels. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une faute, pour les reptiles, il manque le R, le sexe dépend de la température d'incubation. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, pour un crocodile, en fonction de la température d'incubation des œufs, ça va donner des mâles ou ça va donner des femelles. En tout cas, tous ces animaux-là, qui sont sur une reproduction sexuelle différente, sont tous créés le 5e jour dans la désignation biblique, c'est-à-dire, et en plus, il s'agit tous d'animaux poikilothermes, c'est-à-dire des animaux qui n'ont pas de régulation interne de la température. Des animaux qui soit sont à sang froid et qui ont besoin d'une chaleur extérieure, soit qui vont s'autoréguler d'une autre manière. Je passe rapidement, pour ceux qui le souhaitent, il suffira de regarder des études sur la création du 5e jour et du 6e jour pour avoir tous les détails. Je souligne quand même que c'est un texte qui a été écrit en 1600 avant Jésus-Christ. Ça fait quand même beaucoup de choses connues à l'époque, si c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été inspiré. Nous continuons. Donc on a bien compris que l'homme est XY et la femme XX. L'information génétique est contenue dans les chromosomes. Chaque homme, chaque femme possède 23 paires de chromosomes. Nous avons tous 2 exemplaires de chaque chromosome. C'est-à-dire que là, vous avez un génotype classique d'un être humain. Donc on a 23 paires de chromosomes qui sont tous appareillés 2 à 2, des paires justement, 2 chromosomes à chaque fois. À une exception près, c'est-à-dire qu'il y a une paire de chromosomes, on va dire, qui n'est pas appareillée justement. C'est la 23e paire, c'est justement ce chromosome sexuel qui n'est pas appareillé, c'est-à-dire que pour la femme, oui, parce que c'est XX, mais pour l'homme, non. On est XY. J'insiste, mais c'est vraiment très important. Le Y chez l'homme n'est jamais appareillé. C'est-à-dire que donc le chromosome Y d'un garçon est exactement le même que celui de son père. C'est-à-dire que génétiquement, le chromosome Y qui est transmis à un garçon, c'est le père qui va déterminer au niveau de son spermatozoïde si l'enfant à venir va être une fille ou un garçon. Et si c'est un garçon, c'est parce qu'il a transmis l'intégralité de son chromosome Y. Et il est exactement le même, c'est-à-dire que le père transmet exactement le chromosome Y qu'il a à son fils. Cette transmission intégrale, je dirais, n'est pas vraie pour les autres chromosomes. On va prendre un exemple. On va prendre l'exemple du chromosome 17. Le chromosome 17, il a la particularité d'être, on va dire, je raccourcis énormément, mais l'anticancer de notre organisme. Entre autres. Le père possède 2 exemplaires du chromosome 17 dans chacune de ses cellules. Donc il en a hérité un de son père et il en a hérité un de sa mère. Parce que là, on n'est pas dans un chromosome sexuel, on est dans un chromosome, je dirais, normal, on va dire. Et il a hérité un de son père, un de sa mère, ce qui a fait qu'il est ce qu'il est. Lorsqu'il va produire des spermatozoïdes pour la reproduction, il va y avoir une combinaison aléatoire de ces 2 brins pour former une demi-paire, un chromosome, 17, qui va être, comme je l'ai représenté, un mélange des 2. Et chaque spermatozoïde est un mélange différent, puisque c'est aléatoire. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose de spécifique, d'unique. C'est ce qu'on appelle la recombinaison génétique. Donc c'est ce qui se produit en permanence dans le spermatozoïde, mais aussi dans l'ovule, chez la femme. On va le voir tout à l'heure. Donc le chromosome 17, reçu par le garçon, est unique, puisqu'il est une recombinaison aléatoire de 2 chromosomes hérités de son père, qui lui-même les a hérités de ses parents, qui à chaque fois était une recombinaison, qui eux-mêmes étaient hérités, etc. Et on remonte. Donc on a un brassage énorme sur ce chromosome 17. Mais on l'a sur tous les chromosomes, sauf le chromosome Y. Donc le chromosome 17 est différent à chaque génération. Et d'un frère à l'autre, c'est différent. C'est ce qu'on appelle le brassage génétique. Existe pour tous les chromosomes, sauf le chromosome Y. Pourquoi ? Parce qu'il est tout seul, donc il ne peut pas se recombiner avec quelqu'un, avec un autre chromosome Y. Il est tout seul.
Donc le brassage génétique, on a bien compris, existe pour tous les chromosomes sauf le chromosome Y, puisque le chromosome Y est unique dans la transmission, il ne peut pas se recombiner avec un autre. Donc, le chromosome Y transmis par le père à son fils, à ses fils, est toujours le même. Et le père l'a reçu de son grand-père. Donc, c'est-à-dire que les frères du père, donc les oncles, ont le même chromosome Y. Et les cousins aussi. Et l'arrière-grand-père avait le même. Vous comprenez bien, les grands-oncles aussi. Ce qu'on appelle les oncles, alors ça s'appelle des oncles à la mode de Bretagne, et quand on s'éloigne comme ça. Donc ces oncles-là ont aussi le même chromosome Y, et les petits cousins ont aussi le même chromosome Y. On comprend bien que l'humanité entière possède le même chromosome Y. Sauf s'il n'y a pas un seul père au départ. On continue. Le chromosome Y ne subit aucun brassage génétique, c'est ce que nous avons vu. Cependant, ah oui, un petit détail important, pourtant, selon la théorie de certains scientifiques évolutionnistes, c'est-à-dire la théorie de l'évolution, le chromosome Y a connu plusieurs brassages, voire des milliers de brassages, parce que sinon, la théorie de l'évolution n'est pas possible. Je fais rapidement parce que ce n'est pas le sujet, mais juste pour expliquer le problème que cela pose, le fait que ce chromosome Y ne se recombine pas. Pour expliquer l'évolution, pourquoi? Parce que le chromosome X et Y dériveraient de chromosomes reptiliens, puisqu'en fait, dans la théorie de l'évolution, nous sommes issus d'animaux qui étaient les reptiliens. Donc, on vient de là, donc il faut que ce chromosome sexuel soit une dérive des chromosomes reptiliens, qu'on appelle les protochromosomes XY, qui seraient apparus il y a 300 millions d'années. Un des gènes aurait muté et serait devenu le gène SRY. Le gène SRY, c'est lequel? C'est en anglais, bon, voilà. C'est celui qui va déterminer le fait que ce soit un garçon, enfin un mâle ou une femelle. Donc c'est une partie qui se trouve sur les petits brins du chromosome Y. Ce gène induit la masculinisation de l'individu. Et il aurait muté, en fait, pour se muter, il fallait qu'il se recombine avec d'autres gènes sexuels pour se transformer, le proto-Y, sachant que c'est un peu trompeur, parce que quand on dit proto-Y et proto-X, en réalité, c'était qu'un seul, parce que les reptiliens n'ont qu'un seul, puisqu'on a vu tout à l'heure, c'est par la température que ça se transforme, donc il n'y a pas de gènes sexués séparés. Donc, et au fur et à mesure de l'évolution, il y aurait eu une mutation d'un gène SOX3. Alors SOX3, c'est un gène qui vient du chromosome X de la femelle. Donc il se serait transformé, ce chromosome X, pour pouvoir s'associer et devenir un gène SRY aussi, un autre gène SRY. Donc là, je ne vais pas le lire, mais c'est ceux qui voudront pour le lire, mais c'est juste pour expliquer que toutes les expériences menées sur les animaux par rapport à une mutation d'un gène X, provenant d'un gène de chromosome X, SOX3, en SRY, rend l'animal qui a subi cette mutation stérile. On n'a jamais réussi, sur des milliers d'expériences, à avoir un seul animal qui aurait pu ne pas être stérile. Donc soit ils sont stériles, soit ils sont génétiquement en fait en grande difficulté, ce qu'on appelle un cancer. Donc le gène SRY aurait divergé de plus en plus du proto-X, lui interdisant les recombinaisons avec le chromosome X. Donc c'est en fait pour arriver à une situation où il n'y aurait plus de mutation possible, pas de recombinaison possible. Ce qui interdit la recombinaison de Y, qui se serait amenuisée d'accident génétique en accident génétique. C'est la théorie de l'évolution. Je résume, mais c'est ça. Alors, cette assertion est souvent appuyée par le fait que quand on regarde au microscope les chromosomes X et Y, là on a sur l'écran, vous avez deux chromosomes, un chromosome Y le tout petit et un chromosome X le plus grand. Et on nous dit, regardez, le chromosome Y, il est devenu tout petit, il s'atrophie, il s'amenuise au fur et à mesure de l'évolution. Alors ça pose quand même un problème, parce que ça veut dire que les hommes vont disparaître. Puisque le chromosome Y étant voué à s'épuiser, d'après la théorie de l'évolution, il y a un problème. Alors, on nous dit que depuis 25 millions d'années, le chromosome Y de la ligne humaine aurait cessé de dégénérer. Ça fait, il s'est arrêté de dégénérer. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il s'est arrêté. Il s'est arrêté de dégénérer. La survie à long terme du chromosome Y est l'un des mystères de la génétique moderne. Si vous prenez n'importe quel document qui vous parle
de la génétique et en particulier du chromosome Y, vous arriverez systématiquement à la grande question de le chromosome Y aurait dû déjà avoir disparu, d'après la théorie de l'évolution, puisqu'il est lui-même une mutation instable qui s'amenuise. Je vais fermer la parenthèse sur l'évolution, ce n'est pas le sujet de ce soir. On sait aujourd'hui que le chromosome Y en réalité ne s'amenuise pas du tout, mais qu'il possède son propre mode de réparation. Alors très complexe, et en même temps d'une précision et d'une efficacité, je dirais presque redoutable, puisqu'en fait il a les télomères, c'est-à-dire les parties qui sont à la fin de son ADN, une multitude de séquences qui sont répétées. Alors on a longtemps considéré que ça faisait partie de l'ADN poubelle, c'est-à-dire de l'ADN qui ne sert à rien. En réalité, on sait que c'est ce qui permet au chromosome Y de se réparer en permanence. Puisqu'il est non seulement il y a une multitude de séquences qui sont répétées, ce qui fait que s'il y a une des séquences qui est modifiée, il suffit de la comparer aux milliers d'autres pour se rendre compte qu'elle est défectueuse et à ce moment-là elle est réparée. Et en plus, c'est palindromique, c'est-à-dire que ce sont des séquences qui se lisent dans un sens et dans l'autre, ce qui permet de diminuer encore plus la possibilité de mutation. Voilà. De mutation de gènes. Donc on sait qu'en fait, aujourd'hui, génétiquement, c'est assez amusant de lire les rapports, parce que quand on lit une étude ou une thèse sur le chromosome Y, qui ne parle pas de son origine, etc., on voit une stabilité extraordinaire due à un programme interne de réparation et d'entretien qui est incroyable. Et quand on parle de l'évolution, à ce moment-là, ça, par contre, on n'en parle pas. Et on parle du fait qu'il a muté et qu'il doit s'amenuiser, mais que ça reste quand même un mystère, le fait qu'il n'ait pas disparu. Nous continuons. Donc, nous avons vu que le chromosome Y ne subit aucun brassage génétique, d'une part, et deuxièmement, depuis 25 millions d'années, d'après la théorie de l'évolution, et qu'il a un système de réparation extrêmement sophistiqué. Il existe cependant de toutes petites mutations occasionnelles sur ce. Quand on dit qu'il n'existe pas, qu'il a muté, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est transformé au niveau génétique, avec dans sa codification complète de l'ADN. Parce qu'on sait que l'information de l'ADN, en fait, c'est une sorte de suite de lettres qui sont composées de quatre. Alors il y a 50, si quand même, dans le chromosome Y, qui est l'un des plus petits, parce que le plus petit c'est le chromosome 21, il y a 57 millions de lettres qui se suivent dans un certain ordre donné. Donc c'est quand même une information impressionnante. Je fais une petite parenthèse. J'ai lu un traité d'astronomie et donc dans ce traité, il y avait un journaliste qui posait une question à Stephen Hawking au niveau astronomie. Et Stephen Hawking est persuadé que l'homme va réussir à trouver la vie extraterrestre. Donc dans cet exposé, il exposait ses pensées et le journaliste lui dit mais qu'est-ce qui peut vous prouver qu'il existe une vie extraterrestre? Et il explique, il dit si on reçoit un message, donc des ondes, émises intentionnellement ou pas, mais qui sont structurées, même si on ne sait pas les lire, mais qui sont structurées, avec un message qui comporte aux alentours de 2000 à 6000 caractères ordonnés logiques. Alors, on sait que c'est une intelligence qui a créé cette onde. Parce qu'au-delà de 1000 à 2000 caractères ordonnés, fréquences ordonnées, il ne peut y avoir qu'une intelligence qui a construit cela. Là, on est sur l'un des plus petits chromosomes qui comporte 57 millions d'informations. C'est le hasard. Ça m'avait fait sourire quand j'avais lu cette interview de Stephen Hawking. Je ferme la parenthèse. Une paire de bases est l'appariement de deux bases nucléiques situées sur deux brins complémentaires de l'ADN ou ARN. C'est-à-dire que c'est ce qui permet la complémentarité, c'est-à-dire qu'en fait la refabrication, pour être trivial, de l'ADN par l'ARN. On a 4 types de bases qu'on appelle ATCG, c'est-à-dire l'adénine, la thymine, la cystosine et la guanine. En fait, c'est 57 millions de combinaisons que de ces 4 lettres. Et qui sont appareillées 2 par 2, toujours. C'est-à-dire que l'adénine s'accroche systématiquement avec une thymine et la cytosine avec une guanine. Ça ne peut pas être autrement. Donc là, on a une chaîne de 57 millions de caractères et il arrive de temps en temps, par mutation, alors on verra la semaine prochaine comment on peut avoir une mutation, parce que ce sera le sujet de l'épigénétique de la semaine prochaine, mais là, ce soir, on ne va pas avoir le sujet. Il y a une mutation sur 1. Parce que s'il y a plus que 1, le système de réparation va se mettre
en action. Donc il y en a un, et par exemple, là j'ai pris un exemple qui n'est pas possible puisqu'on est sur une chaîne qui n'est pas palindromique, donc ça veut dire que ça ne marcherait pas, enfin, c'est pour l'exemple. Le G se transforme en A. Donc sur 57 millions de caractères, on a un caractère qui change. Par exemple. On sait au niveau génétique qu'en moyenne, on trouve une modification sur une lettre sur 57 millions entre deux frères. Donc si je reprends un arbre généalogique simple, deux frères, en fait, reçoivent le même chromosome Y que leur père, à une lettre près sur 57 millions. 57 701 691, précisément. Donc, on sait, voilà, qu'en moyenne, c'est des statistiques. En moyenne, on a une lettre qui change entre deux frères. Et on a deux lettres qui changent, deux modifications entre deux cousins. Et on a trois modifications entre cousins du deuxième degré. Ça veut dire qu'en fait, on sait qu'à chaque rang familial, on a, en moyenne, une modification. En comparant le chromosome Y de deux hommes, on connaît le degré de parenté grâce au nombre de modifications. C'est-à-dire que si on compare sur les 57 millions d'informations, on va dire, contenues par le chromosome Y de deux hommes de même famille, en comptant le nombre de modifications d'une lettre, on peut connaître leur rang dans la famille. Ils sont cousins, petits cousins, arrière-petits-cousins, etc., etc., etc. En prenant un échantillon de la population masculine mondiale. Donc là, il y a un homme, pour ceux que ça intéresse, qui a fait ce travail pendant 10 ans, qui a voyagé à travers le monde, il s'appelle Spencer Wells. Donc j'ai sa bibliographie, enfin une partie de sa bibliographie à la fin, parce que ça fait partie des choses que j'ai utilisées, son travail. Donc pendant plus de 10 ans, il a parcouru le monde pour prendre un échantillonnage sur des îles désertes partout. Et il a pris les chromosomes Y de tous les hommes qu'il a trouvés pour les comparer. Donc, en prenant un échantillon de la population masculine mondiale, on a vérifié que nous sommes tous cousins. En fait, on a vérifié, c'est vérifié génétiquement, que tous les hommes qui sont sur la planète Terre, donc à peu près 3,5 milliards, on va dire, la moitié de la population, sont tous issus de la même famille parce qu'ils ont tous le même chromosome Y, avec des petites modifications, mais ils ont tous le même chromosome Y. Quel est le nombre donc, qui sont différents? On va le voir tout à l'heure, combien de lettres il y a de différents. Et donc tous issus d'un seul homme. Tous les hommes de la planète, génétiquement, aujourd'hui, vous pouvez taper... alors, il s'appelle, cet homme-là, on va le voir un peu plus loin, mais on appelle l'Adam chromosome Y. Donc vous allez sur Internet, vous tapez Adam chromosome Y, vous allez avoir des tas de documents scientifiques, génétiques, qui vont vous démontrer que oui, il y a un seul homme au départ des hommes de l'humanité aujourd'hui. En prenant un échantillon de la population masculine mondiale, donc là on continue, on a vérifié que nous étions tous cousins, très bien, issus d'un seul homme. Ça c'est formidable. Maintenant, le travail qu'a fait Spencer Wells et d'autres après lui, c'est de compter le nombre de modifications que l'on a entre tous les chromosomes Y des hommes de la planète. Nous pouvons connaître combien de générations nous séparent de cet ancêtre commun. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qu'il y a un ancêtre commun, on va compter le nombre de modifications sur les 57 millions et on va remonter avec des hypothèses. Déjà, l'hypothèse que toute une génération, combien de temps ça dure, mais on va remonter dans le temps. Alors voilà l'hypothèse pour ceux que ça intéresse au niveau calcul. Je me suis amusé cette semaine à faire beaucoup de calculs. Le taux de mutation, parce que je voulais vérifier quand même, le taux de mutation est de l'ordre de 0,7 sur 1 milliard par position et par an. Bon, ça, ce sont les hypothèses. Pour une génération, disons, j'ai pris 25 ans. C'est-à-dire que si on remonte dans le temps, 25 ans, c'est un peu long, puisque la reproduction démarrait beaucoup plus jeune avant. Mais bon, prenons 25 ans. Et 57 millions de bases du chromosome Y. On tombe sur le chiffre d'environ une mutation par génération sur le chromosome Y. Ça permet de simplifier les calculs, en prenant 25 ans, parce que sinon on n'est plus sur une mutation par génération, et du coup ça fait beaucoup de choses avec des virgules, c'est moins amusant. Deux modèles principaux s'affrontent. Ce sont deux modèles qui sont, je le répète, j'insiste, ce sont deux modèles qui sont issus d'études
de non-croyants. Donc deux modèles principaux s'affrontent. Alors attention les mots là, ceux incluant la possibilité d'introgression archaïque dans les nœuds de coalescence. Je vais expliquer. C'est important parce que c'est fondamental. L'introgression, c'est le transfert de gènes d'une espèce vers une autre espèce. C'est-à-dire qu'il y a une méthode qui dit, oui, on peut le calculer, mais on prend en considération qu'il y a eu des transferts de gènes d'une espèce à une autre, ce que l'on sait aujourd'hui qui est totalement impossible, sauf dans la théorie de l'évolution. Donc, puisqu'il y a eu évolution, on va prendre en compte la théorie de l'évolution, parce que ça n'a jamais été confirmé par l'expérience. Donc, on prend en compte, c'est l'un des calculs, on dit voilà, il y a eu des espèces différentes qui sont venues rajouter des informations dans le chromosome Y. Alors que son principe même d'autoréparation l'interdit. Mais voilà. Ça devait être avant il y a 25 millions d'années, puisque depuis il y a 25 millions d'années, c'est plus possible. Et les nœuds de coalescence, c'est ce qu'on appelle des nœuds de convergence génétique, c'est-à-dire quand on remonte, on arrive à un père commun à plein de personnes, et quand on arrive à un nœud où il y a une certaine quantité de personnes qui se regroupent, on considère que, eh bien, il y a eu justement une introgression. Alors, ce nœud de coalescence prend comme base théorique l'hétérozygotie. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est considérer que tous les chromosomes sont des paires exactes. Et que pour que cette théorie soit valable, il faut considérer, c'est la théorie génétique, c'est pas moi qui le dis, partout ailleurs où cette théorie est utilisée de coalescence, c'est qu'on considère que les chromosomes étudiés sont des paires identiques. Et on applique cette théorie au chromosome Y qui n'est pas identique. Donc on voit que ce modèle de calcul part sur des bases scientifiques qui sont fausses, mais qui sont bien arrangeantes puisqu'on arrive à une période du premier homme de 150 000 à 350 000 ans. Voilà. C'est-à-dire l'homme de Néandertal à peu près. Donc là j'ai mis les références. Pour ceux que ça intéresse, là il y a les références sur la base même de toute cette théorie de calcul. Et on a une autre base de calcul qui, elle, considère toutes les lignées ancestrales et pas seulement les lignées féminines et masculines directes, c'est-à-dire et indépendantes. C'est important parce que dans la première, on calcule que on a des lignes qui se perdent. C'est-à-dire qu'en fait, on a des lignes qui vont se perdre, des familles qui n'ont pas eu d'enfants, enfin, donc il y a des lignes qui se perdent. Et dans la première hypothèse, on ajoute toutes les lignes qui se perdent, en considérant qu'elles se perdent à une époque antérieure ou postérieure, mais jamais en parallèle. Alors que la deuxième prend en considération toutes les lignes, jusqu'à trouver un ancêtre commun, voilà, sans introgression, puisque génétiquement ça ne tient pas la route, voilà, et sans nœud de coalescence. Et là je mets les bases bibliographiques qui permettent de vérifier cela. Et là on arrive à l'ancêtre commun entre 5000 et 7000 ans. Ce sont les généticiens, c'est pas ni la Bible ni moi, ce sont les généticiens qui l'affirment. Donc là, on a deux théories. Si vous cherchez, vous allez voir très souvent parler de la première théorie, sans jamais qu'on vous explique les bases. Prenez les documents de référence, et là, vous trouverez les bases, et vous verrez qu'il y a un petit problème. Et vous avez la deuxième théorie, dont on parle très peu, mais qui, elle, a des bases saines. Donc, dans tous les cas, peu importe pour l'instant la date, au niveau génétique, Adam a existé. Alors, et nous, on va considérer qu'il y a 6000 ans, parce que la base scientifique, héréditaire, génétique, montre que c'était il y a entre 5 et 7 000 ans. La Bible nous dit que c'est 6 000 ans. C'est 6 000 ans, approximativement. Mais Ève, ok, là on a vu un Adam, qu'on appelle l'Adam chromosome Y, scientifiquement. Le chromosome sexuel de la femme, XX. XX, il est en paire. Donc ça veut dire qu'il y a recombinaison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mère a hérité un X de son père, et a hérité un X de sa mère. Quand elle va produire des ovules pour avoir des enfants, il va y avoir combinaison aléatoire des deux X pour former un chromosome X aléatoire, combinaison des deux autres. Résultat, l'ovule de chaque ovulation, chaque ovule est spécifique, unique. Donc là, il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas d'ascendance avec qui aurait le même ovule. Cependant,
nous allons regarder ce qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries, c'est quoi? Ce sont des petites cellules qui se trouvent, enfin des petites cellules, lapsus révélateur, ce sont des petits organismes, on va dire, pour l'instant, qui se trouvent dans presque toutes les cellules. Quelques cellules qui ne l'ont pas, mais sinon elles sont partout. Et qui correspondent à une centrale énergétique de la cellule. C'est-à-dire que la cellule sans mitochondries ne peut pas fonctionner. En fait, c'est ce qui va servir de centrale énergétique à chaque cellule, c'est la mitochondrie. Donc une cellule sans mitochondrie a besoin d'un apport énergétique extérieur. Donc on en a partout. On en a dans toutes les cellules vivantes, quasiment. Elles se comportent comme une cellule dans la cellule. Elles sont capables de se diviser comme une cellule, mais toutes seules. Elles ont leur propre ADN qui se réplique et qu'on appelle l'ADN mitochondrial, qui est totalement distinct, totalement différent de l'ADN du noyau de la cellule. Donc là, on n'est pas du tout sur la même chose. La mitochondrie, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Les mitochondries proviennent entièrement de l'ovule de la mère, c'est-à-dire que l'homme ne transmet pas de mitochondries. C'est la mère seule qui transmet les mitochondries à la descendance. Un homme a donc reçu un ADN mitochondrial de sa mère, puisqu'en fait sa mère va lui donner un X. Donc son père, enfin XY, donc il a un X de sa mère, parce que le Y c'est son père. Donc il a un X de sa mère, et dans ce X-là, de la fécondation, il reçoit les mitochondries. Donc il reçoit une mitochondrie qu'il ne transmet pas. Il ne transmet pas de mitochondrie, jamais. Un homme ne transmet jamais de mitochondrie. Pourquoi tu as mis que ça se trouve dans presque toutes les cellules? Parce qu'il y a quelques cellules particulières, je crois que c'est neuronal, où il n'y a pas de mitochondrie. Donc c'est vraiment un ou deux types de cellules par rapport à tout le reste. Donc c'est pour ça que j'ai mis presque, parce que dire tout, ce n'est pas vrai. Mais c'est vraiment anecdotique. C'est vraiment anecdotique et elles ont un fonctionnement très particulier, ces cellules qui n'ont pas de mitochondrie. En tout cas, elles ne sont pas du tout dans la reproduction. Une femme, donc, l'homme, on a vu, il reçoit des mitochondries et il ne les transmet pas. La femme, elle reçoit aussi un ADN mitochondrial de sa mère, pas de problème, qu'elle va transmettre à ses enfants, notamment aux filles, qui elles-mêmes vont le transmettre à leurs filles. L'ADN mitochondrial se transmet intégralement de mère en fille, comme le chromosome Y, sauf que ce n'est pas le chromosome Y. Mais c'est-à-dire qu'on a vraiment une spécificité, c'est-à-dire que l'homme transmet quelque chose à ses fils, le chromosome Y, la mère transmet quelque chose, je dirais à ses fils aussi, mais à ses filles qui vont pouvoir le transmettre, c'est l'ADN mitochondrial. Sauf que la transmission de l'ADN mitochondrial n'est pas parfaite. Il y a de petites mutations, exactement comme le chromosome Y. Et on retrouve, et on remonte comme ça, exactement de la même manière, je n'ai pas refait toute la démonstration, mais c'est exactement de la même manière, vers une femme unique, mère de toutes les femmes, qu'on appelle Ève mitochondriale. Je vous invite à aller sur Internet, vous verrez, vous tapez Ève mitochondriale, vous aurez tous les documents, vous aurez énormément d'informations sur ce sujet qui montrent qu'il y a une mère de toutes les femmes de la planète aujourd'hui que l'on appelle Ève mitochondriale. Dans tous les documents scientifiques, elle s'appelle Ève mitochondriale. Donc on a une femme qui est à l'origine de toutes les femmes actuelles. On le sait par l'ADN mitochondrial. Et en comptant les modifications que nous avons sur les mitochondries, nous pouvons connaître combien de générations nous séparent de cet ancêtre commun. Et il y a toujours deux modèles qui s'affrontent. Je ne vous refais pas la démonstration. On arrive soit à 350 000 ans d'un côté, 5 000 à 7 000 ans de l'autre côté. Donc on a vraiment les deux possibilités, je dirais, d'adhésion, on va dire. Sachant qu'il y en a une qui est scientifiquement difficilement à invalider, l'autre, elle part sur des hypothèses qui sont plutôt difficiles à valider. Il y a donc eu un homme originel, scientifiquement on va l'appeler l'Adam chromosome Y, pour les scientifiques. Donc ça, vous pouvez aller voir dans n'importe quelle documentation génétique, vous trouverez toutes les informations le concernant. La Bible l'appelle tout simplement Adam. Elle ne l'appelle pas Adam chromosome Y, elle l'appelle Adam. Donc Adam pour les croyants. Et il y a une femme originelle, Ève mitochondriale pour les scientifiques, et Ève pour les croyants. Tout simplement. La Bible nous dit que Adam et Ève,
l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et un peu plus loin, nous lisons, au chapitre 4, Adam connut Ève, sa femme, et il conçut, il enfanta Caïn, et ils eurent des enfants. Donc la Bible nous dit que cet Adam-là et cette Ève-là, eh ben, ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, et ils ont eu des enfants. Et c'est le couple originel. Pour les scientifiques, Adam, chromosome Y, et Ève, mitochondriale, ne se sont jamais rencontrés. Ben non, parce que là, admettre ça, c'est trop. Déjà, admettre qu'il y a un seul Adam chromosome Y et une seule Ève mitochondriale, déjà, ça a été dur à avaler. Mais aujourd'hui, ils ne se sont jamais rencontrés. On nous dit même qu'il n'y a aucune raison qu'ils aient vécu à la même époque, puisque c'est entre 150 000 et 350 000 ans, donc il y a quand même un débattement assez important. Et il n'y a aucune raison qu'ils aient vécu dans la même région. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Alors, on va aller plus loin quand même. On va regarder l'argumentation scientifique. Parce que pour affirmer des choses comme ça, il faut avoir une... Je suis allé la chercher. Là, voilà. On va prendre un arbre généalogique simplifié, qui va être, si vous le regardez de près, qui est un petit peu incestueux, parce qu'il y a des cousins qui se marient, enfin... Et ça permet de simplifier les choses, parce que sinon c'est très compliqué, et puis j'aurais pas eu assez de ma page pour tout représenter. Donc je prends un arbre généalogique, voilà. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, et puis ils se sont mariés entre eux, etc. Un homme est l'Adam Adam chromosome Y de cet arbre. C'est l'ancêtre de tous les hommes de la dernière ligne, tout en bas, vous voyez, celle qui est encadrée en bleu là. Il y a un homme qui est à l'origine du chromosome Y de tous ces hommes-là, par descendance directe paternelle. Si je prends cette ligne-là, hop, en jaune, je relie bien tous les hommes d'en bas à un seul homme en haut. Pour cet arbre-là, scientifiquement, génétiquement, nous avons un Adam chromosome Y de cet arbre généalogique. Puisque si je regarde d'autres hommes, par exemple, celui-là c'est l'Adam, on va dire chromosome Y, ici, mais si je prends celui-là, il a eu une fille, déjà ça s'arrête. Si je prends celui-là, il a eu 2 filles, ça s'arrête. Vous voyez, et à chaque fois, alors lui il a eu un garçon, mais hop, il était lui-même descendant de l'Adam chromosome Y. Donc c'est l'une des explications qui nous disent, voilà, si on remonte, on arrive à un Adam chromosome Y. Maintenant, il y a une femme qui est l'Ève mitochondriale de cet arbre. Ancêtre de toutes les femmes de la dernière ligne aussi. Et, par descendance directe maternelle, on va le voir en vert ici. On voit sur cet arbre-là qu'on peut dessiner un arbre généalogique dans lequel l'Adam chromosome Y n'a pas eu d'enfant avec l'Ève mitochondriale, et pour autant, ils sont tous les deux les ancêtres, pour l'un de tous les hommes, pour l'autre de toutes les femmes. Et comment justifie-t-il que l'Adam ne pouvait pas avoir des enfants tout seul il s'est marié avec une autre femme. Mais les lignées se sont perdues pour arriver en bas à un... Voilà, il est le seul... c'est sur un petit arbre comme ça le fait assez facilement. Voilà, donc là on a l'Ève mitochondriale. Ainsi, sur un arbre généalogique mondial, cette fois-ci. Donc là, j'ai pris, il n'y a pas grand monde, là, une petite famille, là. Maintenant, on va prendre un arbre généalogique mondial. Je vous rassure, je ne vais pas le dessiner. On considère qu'il y a eu de personnes qui ont vécu sur Terre jusqu'à aujourd'hui 108 milliards de personnes. Alors, sur quoi on se base pour calculer ça? C'est un nombre basé sur une présence des hommes de 50 000 ans. On imagine que depuis 50 000 ans, l'homme est sur Terre. Je croyais que c'était 150. Mais ces chiffres-là, c'est pas moi, c'est le population. Je vais le donner tout à l'heure, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un organisme qui veille sur la population mondiale, qui fait des statistiques et des calculs pour essayer de retrouver un petit peu plein de choses. Pourquoi on a pris 50 000 ans? Parce que c'est l'Homo sapiens. Donc on va parler non pas de la ligne des hominidés, mais on va parler de le premier homme qui pense, qu'on appelle l'Homo sapiens. Voilà, c'est pour ça qu'on a pris 50 000 ans. Un taux de natalité de 80 pour 1000, ce qui est énorme, parce qu'aujourd'hui, le taux de natalité en Europe est aux alentours des 12 pour 1000.
Donc, quand on a un pays, par exemple l'un des pays qui a la plus forte natalité dans le monde, c'est le Nigeria, ils sont à 42 pour 1000. Donc on a pris une base de calcul de 80 pour 1000, parce qu'il y avait beaucoup de mortalité, et parce que l'espérance de vie moyenne était de 10 ans. C'est très impressionnant. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, il y avait quelques adultes qui, je dirais, entre guillemets, réussissaient à devenir adultes. Il y avait une mortalité qui était énorme. L'espérance de vie de 10 ans, imaginez. Donc, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Alors ça se base sur des calculs statistiques, et puis par rapport à ce que l'on sait dans le passé, puis plus on s'éloigne, plus on considère que les courbes sont continues, donc il y a un continuum. Bref, je ne rentre pas dans ce sont des hypothèses en fait, hein. De toute façon il faut bien partir sur des hypothèses. Données issues du PRB, voilà, Population Reference Bureau. Donc, ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur internet, vous avez c'est un organisme américain, mais qui qui étudie un petit peu l'évolution des populations à travers le monde et à travers l'histoire, pour essayer justement de trouver des choses qui peuvent être utiles dans des études qui peuvent être épidémiologiques, sur des épidémies, sur des nouvelles maladies, etc., pour voir un peu les souches et en lien direct avec la génétique. Voilà une courbe de l'évolution de la population sur Terre. Depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ, parce que si on continue avant, de toute façon, on verra que l'épaisseur du trait du zéro. Donc voilà. Alors, il y a certaines personnes qui disent que 75% des gens qui ont vécu sur Terre sont actuellement vivants. C'est faux, parce que si on prend ces bases-là, on arrive sur à peu près, aujourd'hui, ce qui est déjà beaucoup, mais par rapport à l'histoire de l'humanité, on serait 6,5% d'hommes et de femmes vivants aujourd'hui, représentant 6,5% de la totalité des êtres humains qui ont vécu sur Terre. Et non pas 75% comme certaines théories l'avancent. Ouais, il faut que les choses soient claires et précises. Toujours est-il que si on prend l'arbre génétique mondial, basé sur ces informations-là, hein, des millions de branches masculines se sont éteintes. Vous voyez, comme ici, comme sur notre petit arbre à nous, d'une petite famille. Mais ça veut dire qu'il y a des millions, voire des dizaines, voire des centaines de millions de branches qui se sont éteintes. Des millions de branches féminines, voire des dizaines de millions qui se sont éteintes. Sauf 2 branches. Qui ont vécu aux mêmes dates, qui ont vécu au même endroit, puisque l'anthropologie reconnaît l'émergence de l'Homo sapiens en un seul endroit. Ça veut dire qu'en fait, ils ont vécu au même endroit, puisque l'Homo sapiens a émergé au même endroit, à un seul endroit au départ. On va en parler un tout petit peu après. Donc ça veut dire qu'il y a bien un seul endroit, donc même date, même lieu. Mais ils ne forment pas le couple originel, mais ils ne se sont jamais connus, impossible. Impossible. Évidemment, je dirais scientifiquement, je pense qu'on n'arrivera jamais à démontrer que c'était le couple originel. Mais il y a quand même un certain nombre impressionnant de faisceaux d'informations qui amènent à considérer la chose. En tout cas, la Bible, elle nous dit qu'il y avait Adam et Ève, c'est à partir d'eux qu'il y a eu l'ensemble de la population. On continue. On va prendre 2 exemples d'arbres généalogiques qui ont été étudiés en génétique, donc qui sont connus, il y a des ouvrages sur ces 2 exemples-là, il y en a d'autres, mais j'en ai pris 2, et le deuxième n'est pas anodin. Le premier va me servir de base de calcul. Il y a eu une vaste étude génétique en Mongolie, sur les Mongols, fin des années 90. Plus de 8% des hommes sont cousins directs. Ils sont tous une même mutation de leur chromosome Y. Ça veut dire qu'il y a 16 millions d'hommes qui portent la même mutation. Donc il y a un homme qui est l'ancêtre de 16 millions d'hommes. Ça, c'est plus des hypothèses. Là, par contre, c'est confirmé, c'est sûr. Donc 16 millions d'hommes ont un ancêtre commun, unique, qui était Gengis Khan. Gengis Khan, qui a été le fondateur de l'Empire mongol, donc là j'ai mis en 1279, sachant que Gengis Khan est mort une trentaine d'années avant 1279, c'est pour montrer l'empire qui s'est agrandi jusqu'à cette taille, c'était le plus grand empire de l'histoire de l'humanité. Voilà, il est mort en 1227, donc c'est un peu même 50 ans. Comment peuvent-ils dire que c'est lui? Alors comment est-ce qu'ils peuvent dire que c'est lui? Alors là, c'est beaucoup d'informations qui sont recoupées, parce que le corps de Gengis Khan, personne ne sait où il est. Donc on n'a pas pu remonter de... Comment ça s'appelle? Génétiquement, on n'a pas pu remonter directement à lui, mais on a pu remonter sur des familles impériales qui étaient très proches.
Et on retrouve tous les mêmes chromosomes Y sur toute cette famille-là. Donc il y a un point de convergence qui amène justement sur une petite région, ici à Kentucky, qui est juste ici, juste là où est né justement Gengis Khan. Donc vraiment tout converge pour arriver jusque-là. J'ai pas mis de carte, mais il existe des cartes, on en parlera encore un peu, des cartes géographiques où on a les cartes mondiales avec toutes les modifications génétiques dans le temps qui ont été faites, ce qui fait qu'on peut savoir, en fonction des mouvements de population, on peut retrouver les mouvements par les brassages génétiques, par les petites mutations du chromosome Y. Tout est basé sur le chromosome Y. Donc à l'époque de Gengis Khan, il y avait 450 millions d'habitants sur Terre. Donc il y a un homme, il y a 800 ans, qui est descendant de 16 millions d'hommes aujourd'hui. Comment sait-on qu'il y avait 450 millions? C'est une estimation par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure, par rapport au PRB. Donc ça, c'est une étude qui montre, par contre, c'est sûr, on sait que les 16 millions sont tous issus du même père. Et ces 16 millions de personnes ne sont pas qu'en Mongolie, il y en a aux États-Unis, il y en a partout. Il y en a partout. On va prendre une deuxième étude, et celle-là est intéressante parce qu'en fait, lors de cette étude, il a été soulevé quelque chose de très intéressant. C'est Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, c'est le 3e président des États-Unis. Il y avait beaucoup de suppositions que Thomas Jefferson ait eu des enfants avec son esclave, une esclave noire. À l'époque, c'était inconcevable. Il a eu des descendants de son esclave Sally Hemings. Donc, pour vérifier cela, des études génétiques ont été faites sur Thomas Jefferson. Surtout que Thomas Jefferson, il existe encore un descendant direct connu, on sait qu'il est direct, il a toute la généalogie, on sait qu'il est descendant de Thomas Jefferson, qui est vivant aujourd'hui. Donc on a pu prendre son chromosome Y comme base de référence. Donc là, on n'est plus comme Gengis Khan où il y a eu un faisceau d'informations qui allaient dans le même sens. Là, on est vraiment sûr. Donc ça a montré qu'en effet, il y a des milliers de descendants de Thomas Jefferson qui sont afro-américains. Ça, maintenant, c'est sûr. Mais l'étude, c'est surtout ça qui m'intéresse, plutôt que les histoires de Thomas Jefferson, c'est que l'étude a révélé que des mutations du chromosome Y de Jefferson lui donnaient des ancêtres, non pas en Europe, comme on le pensait tous, au niveau historique, mais au Moyen-Orient. En Phénicie. Exactement dans une région, dans un pays qui n'existe plus, mais exactement la région appelée Canaan dans la Bible. Thomas Jefferson a un ancêtre qui vient de là. Or, Thomas Jefferson est un homme aux yeux bleus, peau très claire, donc ça veut dire que génétiquement, on ne peut pas se fier à l'apparence d'un être humain pour en déterminer son origine génétique. De plus, le chromosome Y de Jefferson portait une mutation encore plus spécifique, partagée avec la moitié des hommes de la planète. Ça veut dire qu'on sait aujourd'hui qu'il y a la moitié des hommes de la planète qui portent cette mutation, qui remonte donc à un ancêtre commun. On a appelé ça la mutation M9. Vous allez sur Internet, vous tapez sur mutation M9, chromosome Y M9, vous allez remonter, vous allez voir énormément d'informations. Alors, vous allez voir que selon les études génétiques, elle ne s'appelle pas forcément M9, je crois qu'elle s'appelle K2 dans certaines études. Mais peu importe la lettre. Donc la moitié de la planète, la moitié des hommes de la planète sont issus de M9. On appelle ça l'aplogroupe M. Haplogroupe, c'est quoi? En génétique, un haplogroupe, c'est un ensemble regroupant des séries d'allèles situées sur des sites spécifiques dans un chromosome. C'est vraiment spécifiquement un terme spécifiquement en génétique qu'on appelle les haplogroupes. Vous allez là une fois de plus sur Internet ou dans des ouvrages spécialisés, vous tapez haplogroupe, vous allez avoir tout sur la génétique par rapport à cet Adam chromosome Y. Et les autres? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a la moitié de la planète qui est issue de ce qu'on appelle l'homme M9, on l'appelle M9, les autres, ils viennent de qui? Eh bien, les études montrent qu'il y avait 2 autres mutations qui existent, l'aplogroupe C et l'aplogroupe S. J'ai mis C et S, dans certaines études, c'est passé, c'est L, dans d'autres, c'est K. Bon, peu importe. Ceux que ça intéresse, vous pouvez aller chercher. Ce qui a permis de dénouer, d'aller encore plus loin, parce que là, on a trois haplogroupes. C'est les généticiens, et en particulier Spencer Wells, est allé sur une île, l'île de Paté, au large de la côte kenyane, puisque cette île, depuis des milliers d'années,
est un port qui reliait, qui faisait escale pour la Chine, pour les Indes, pour l'Afrique, qui remontait en Europe, qui remontait en Arabie Saoudite, puis dans le Golfe Persique, etc. Donc c'était vraiment un endroit de brassage, et c'était une île. Une île sur laquelle les autochtones ne sont jamais sortis de cette île. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont vraiment installés sur cette île. Pour information, c'est une île où il n'y a rien de motorisé. Ils sont restés vraiment très, très ancrés sur leur culture de l'île. Ce carrefour maritime, voilà. Les tests ADN montrent que leurs ancêtres venaient de partout. En fait, on retrouve des mutations de partout. Ça veut dire que toutes les mutations que l'on a pu repérer dans les différentes régions du monde se retrouvent sur cette île. Les tests montrent une mutation antérieure aux haplogroupes M, C et S. En fait, les tests ont montré qu'il y avait une mutation qui était encore antérieure à ça, qui est la M168. La M168 remonte génétiquement à un homme, qui lui est le père de tous les... On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Tous les hommes vivant sur le globe possèdent cette mutation, tous. Mais il y a encore quelque chose qui est très surprenant et qui, génétiquement, n'est pas expliqué. C'est que tout le monde possède aussi une autre mutation génétique. C'est-à-dire que c'est comme si tous les hommes de la Terre, là, possédaient une mutation d'un père unique, mais ils possèdent une autre mutation, comme s'il y avait eu deux mutations, et tous les hommes les possèdent. Ça, c'est surprenant, qu'on appelle l'azéroté, parfois appelé A00. De la même manière que pour l'Adam chromosome Y, on remonte l'arbre génétique de Ève mitochondriale. C'est exactement de la même manière. On a pu remonter Ève mitochondriale avec exactement des mutations qui ont des noms. Donc vous tapez Ève mitochondriale, vous aurez tout un arbre avec toutes les mutations, les noms. Vous pourrez même avoir ce qu'on appelle la géogénétique, c'est-à-dire sur la planète, sur toute la planète, sur les continents, vous allez avoir toutes les mutations, etc., etc. Il existe d'autres appellations, d'autres arbres, parce que c'est très complexe. Et puis en même temps très dérangeant. Mais tout arrive à un même arbre général avec les mêmes ramifications principales. Parce que c'est vers le bas, en fait, plus on s'éloigne, plus il y a eu de brassage de population, encore plus aujourd'hui où tout le monde voyage de façon très très facile. Et on a des brassages qui font que ça devient de plus en plus compliqué. Mais plus on remonte, plus l'arbre se simplifie, et plus on arrive à un tronc commun et des choses simples. Prenons l'arbre génétique de Y. Je l'ai appelé Y plutôt que chromosome Y, c'était plus court. Adam chromosome Y. On retrouve donc, après ce Adam chromosome Y, il y a une mutation, puis une deuxième mutation, puisque tous les hommes ont les deux mutations. Ensuite, il y a un haplogroupe 1, 2, 3, il y a 3 haplogroupes. Le premier haplogroupe a donné 5 haplogroupes, je dirais secondaires, si on peut appeler comme ça, puis 4 haplogroupes pour le deuxième, et 7 haplogroupes pour le troisième. Alors, agencés plus ou moins différemment, en fonction des théories, surtout les théories des nœuds de coalescence, qui remontent dans le temps. Mais en tout cas, on a cet arbre-là, au départ. Si je prends l'arbre génétique mitochondrial, MT, F mitochondrial, on a une mutation universelle à nouveau, on a un premier haplogroupe, un deuxième haplogroupe et un troisième haplogroupe. Et ensuite, ça se divise. Je n'ai pas fait la recherche puisque ça ne va pas être très utile pour ce soir. Que nous dit la Bible ? La Bible, elle nous parle d'un arbre généalogique biblique. On a des chapitres, quand on lit la Bible, ce ne sont que un tel était le fils de un tel, était le fils de un tel, était le fils de un tel, ce qu'on a souvent tendance à sauter comme passage, puisque ce ne sont pas ça très très édifiant et très intéressant. Mis à part pour ceux qui sont insomniaques, ça peut être soporifique, mais sinon, c'est pas passionnant. En tout cas, la Bible, elle nous donne des listes de noms comme ça. Je me suis amusé à refaire l'arbre généalogique de tous ces noms, puisque celui c'était le père, le cousin, le frère, c'est parti. Et au départ, ça, j'ai rien inventé, Adam et Ève, au départ. Créés parfaits génétiquement. Parce que la Bible, Dieu nous dit qu'ils étaient parfaits. Dieu les a créés parfaits génétiquement. Il y a eu la chute dans le jardin d'Éden. Si vous reprenez l'étude qu'on a fait sur la chute dans le jardin d'Éden, ce qui s'est passé, vous verrez qu'il y a eu un premier choc avec une première mutation en réalité. Puis, après cette chute dans le jardin d'Éden, donc après cette première mutation, et on en reparlera peut-être la semaine prochaine un petit peu, ils ont eu Caïn, Abel, 7. 3 garçons. Abel a été tué par son frère Caïn, donc il n'a pas eu de descendance. Caïn, lui, il a eu de la descendance, mais tous ses descendants disparaissent durant le déluge. Tous disparus, puisqu'il y avait qu'un qui s'était sauvé, c'est Noé. Noé qui était un descendant de 7. Donc il y a eu Noé, le déluge, qui bibliquement correspond, voilà, on ne va pas faire l'étude ce soir, ça serait trop long, mais bibliquement correspond
à une mutation, à une profonde mutation génétique et épigénétique, ça on verra ça la semaine prochaine, Noé a eu 3 fils, Sem, Cham, Japheth. Sem était marié, puisqu'il nous dit que Sem ne s'est pas marié avec l'une de ses sœurs, contrairement à Caïn et à Seth. Le texte biblique nous dit qu'ils se sont mariés avec leurs sœurs. Donc eux, ils avaient vraiment, ces femmes-là avaient l'ADN mitochondrial de Ève. Bon. Mais eux se sont mariés avec d'autres femmes, dont on ne connaît pas l'origine. Donc Cham, lui aussi, était marié, et Japheth aussi. Et Sem, il a eu combien de fils? Il a eu 5 fils. Cham a eu 4 fils, Japheth a eu 7 fils. Comme par hasard, je dirais presque. Comme un fait exprès. Et Noé était marié, et une étude biblique précise nous montre qu'il était marié avec l'une des descendantes de Caïn. Voilà. On retrouve la structure de l'arbre génétique dans la généalogie biblique. Écrit 1600 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 3600 ans. Par test génétique, on peut suivre les déplacements de population, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et on peut établir un arbre géogénétique. Alors, je vais prendre un arbre géogénétique simplifié, on va dire, parce que je ne vais pas aller jusqu'à la 12e branche ou 26e branche, parce que là, sinon, là, il n'y a plus rien à voir sur l'écran. Donc, on prend un arbre géogénétique établi par les généticiens, voilà, et on prend ce que la Bible nous dit, parce que la Bible nous donne non seulement des noms, mais elle nous dit un tel, il s'est séparé de sa famille, il a été vivre à tel endroit. Un tel a été vivre à tel endroit. Un tel, après, il a eu des enfants qui ont été vivre à tel endroit. Et là, je vous renvoie à ce que je vais mettre tout à l'heure, mais sur notre étude sur la géolinguistique, l'évolution des langues d'un point de vue linguistique, pour se rendre compte qu'on a la même carte qui se superpose exactement avec les textes bibliques. De l'endroit où chaque génération va s'établir, on a exactement le même arbre géolinguistique. Et en tout cas, voilà ce que ça nous donne au niveau biblique. Et je repère, je ne vais pas l'approfondir parce que ça aurait été trop long, c'est très intéressant, mais on repère Japheth au même endroit, Cham au même endroit, et Sem au même endroit. Curieusement, je dirais. Pour un texte qui a été écrit, je vous le rappelle, il y a 3600 ans. Donc on a une précision des textes. Pour ceux qui veulent plus d'informations, il y a une étude qui a été enregistrée qu'on a faite sur la géolinguistique qui est sur YouTube. C'est quoi le nom? Ça s'appelle la géolinguistique, je crois. Elle est sur le YouTube, il me semble. Ici. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez la voir et vous verrez qu'il y a une étude beaucoup plus précise, non plus génétique, mais linguistique cette fois-ci, avec les travaux en particulier de, je crois que c'est aussi, bien sûr, c'est Scavalis Forza, qui était un linguiste en fait, qui a fait toute une étude sur la géolinguistique, l'arbre linguistique de l'histoire, pour remonter jusqu'à l'indo-européen, etc., etc. Et on voit qu'en fait, il y a alors, exactement la même carte, à une différence près, mais que j'explique dans l'étude du pourquoi, comment. Voilà. Toute cette réflexion, cette étude que nous avons menée ce soir ensemble, rapidement, on a survolé, m'amène à des questions. Nous avons une Ève mitochondriale. Nous avons un Adam chromosomique Y. C'est une question aux scientifiques que je voudrais poser. Qui ont eu des descendants. Pas forcément d'après la science en tant que couple, mais Adam chromosome Y et le père masculin, le père de tous les hommes de la planète, et Ève mitochondriale est la mère de toutes les femmes de la planète. Bon, ok, ça c'est établi, c'est sûr, il n'y a plus un seul scientifique qui reviendra là-dessus, ça n'existe pas. Donc ça, on est sûr. Les gènes des premiers parents montrent qu'il n'y a pas eu de mutation avant eux. Parce que ça veut dire que là, on arrive, il n'y a plus de mutation. On a repéré toutes les mutations du chromosome Y et de l'ADN mitochondrial. On arrive tout en haut, là, de l'arbre. Ils n'ont donc eu aucun ascendant génétique. Parce que s'ils avaient des ascendants, nous devrions retrouver d'autres mutations génétiques. Parce que pour quelle raison ? C'est incroyable, parce que la théorie de l'évolution nous dit que tout s'est arrêté il y a 25 millions d'années, et la génétique nous montre que tout a bougé
après ces 25 millions d'années, et pour que ça reste, la théorie tienne la route, il n'y a plus de mutation avant 50 000 ans, ou 350 000 ans. Ma question, à laquelle je n'ai pas de réponse, malgré tout ce que j'ai pu lire, c'est comment est-ce que ces deux domaines, je dirais, il y en a une c'est une théorie, l'autre c'est une expérimentation, comment est-ce qu'on peut concilier les deux, ou est-ce qu'il y en a une des deux qu'il ne faut pas garder? Si on se pense d'un point de vue purement scientifique, la seule chose que l'on peut garder, c'est ce qui a été expérimenté. Une théorie qui est invalidée n'est plus bonne. Première question. Deuxième question, nous savons qu'il y a en moyenne une mutation par rang de parenté. Ce que nous avons vu tout à l'heure, ça on le sait, c'est établi. Si l'homme existe depuis 50 000 ans, il devrait y avoir environ 2000 mutations sur le chromosome Y. Or, avec 2000 mutations sur le chromosome Y, nous savons aujourd'hui par expérimentation sur les animaux qu'un mâle qui a plus, alors je ne sais plus si c'est 900, je suis plus sûr du chiffre, mais plus de certain nombre de mutations sur son chromosome Y devient stérile. En tout cas, c'est un nombre qui est bien en dessous des 2000. Donc ça veut dire que depuis des milliers d'années, l'homme devrait être stérile. Non, viable, mais stérile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'arrête quand même, parce que s'il est stérile, il est viable, mais voilà, ça va s'arrêter. Si l'hominidé existe depuis 1,8 million d'années, pourquoi 1,8? C'est Homo erectus. Là, il y a une faute, c'est Homo erectus. J'ai pris cette date-là, parce que c'est Homo erectus, mais on aurait pu prendre encore plus vieux, dans la branche hominidée, ou on aurait pu même prendre un peu plus tard, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Depuis 1,8 million d'années, nous devrions avoir 24 000 mutations sur le chromosome Y. L'homme aurait disparu depuis des milliers d'années. En fait, là, il est plus viable. C'est génétique, hein. C'est connu. On sait aujourd'hui qu'on va vers une dégénérescence génétique, puisqu'on a de plus en plus de maladies génétiques, des nouvelles maladies génétiques qui apparaissent, parce qu'on a une dégénérescence génétique par mutation, et que alors certains généticiens, bon, sont peut-être alarmistes, j'en sais rien, nous disent que normalement, dans 3 siècles, l'être humain, il y aura plus de personnes handicapées à naître que de personnes non handicapées. Alors ça ne peut pas être forcément des handicaps profonds, mais il y aura plus de personnes handicapées à naître que de personnes non handicapées. De par la génération des mutations génétiques. Alors, ils sont peut-être un peu alarmistes, en tout cas c'est ce qu'ils annoncent. Donc 24 000. Et j'ai la même question pour les femmes. Là je parle de l'homme, chromosome Y. Mais on a le même phénomène sur l'ADN mitochondrial. Comment est-ce possible? Et dans tout ce que j'ai pu lire en ouvrage, et dans tout ce que j'ai pu discuter avec des scientifiques, des généticiens, j'ai jamais eu de réponse. À part un haussement d'épaule, peut-être. Pour l'homme d'aujourd'hui, nous connaissons, vous pouvez aller sur Internet, vous allez... sur les sites en anglais, parce qu'en français, il n'y a pas grand-chose, mais sur les sites en anglais, vous allez voir, nous pouvons trouver que l'homme a 240 mutations chromosome Y. C'est-à-dire 240 différences... 240, on a repéré dans l'histoire de l'humanité 240 mutations chez les hommes d'aujourd'hui, ces mutations-là qui nous permettent de remonter la phylogénie, c'est-à-dire l'arbre génétique, dans la phylogénie, on remonte l'arbre génétique de l'homme pour arriver jusqu'à un ancêtre commun qui lui-même est un... Enfin bref. Donc on a 240 mutations chromosomiques sur le chromosome Y. Pour la femme d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on compte 125 mutations mitochondriales. 125, c'est un chiffre minimaliste, c'est-à-dire que selon les références que l'on prend, moi j'ai essayé de garder les mêmes références depuis le début, mais d'autres références amènent un taux de mutation mitochondriale, parce qu'après il y a des mutations qui sont très légères, enfin bon, ça donne des sous-branches. Donc certains annoncent un peu plus. En tout cas, on sait qu'on touche là au maximum avec toutes les études qui ont été faites pendant des années et des années. Ça nous donne un âge de combien, à votre avis? 6 000 ans. Il suffit de faire le calcul génétique. C'est pas... Mais si la femme, c'est moins que l'homme, c'est presque... ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que l'ADN mitochondrial subit moins de mutations que l'homme. C'est ce que ça veut dire, 2 fois moins, a priori. Ça a été vérifié. Alors ça, pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment de recul pour le vérifier. Mais c'est en cours. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez les études,
Il y a énormément d'études qui sont sur le sujet parce que c'est passionnant et c'est en même temps, ça gratte un peu parce que c'est un peu embêtant. Donc au départ, en fait, les premiers qui ont mis ça au jour ont été ridiculisés en disant mais non, c'est du n'importe quoi. Ça se saurait si c'était vrai. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est vrai. Tout le monde est un petit peu pressé de trouver un peu des failles pour pouvoir sortir de l'impasse scientifique évolutionniste. Là, on a compris que ce que la Bible annonce en tant que création de l'homme, génétiquement, est loin d'être absurde, bien au contraire, puisque, alors, si j'ai pas dit, mais dans les ouvrages scientifiques et dans les débats, le seul argument, l'argument principal qui est utilisé pour dire que Adam, chromosome Y, et Ève, mitochondriale, ne sont pas Adam et Ève bibliques, accrochez-vous, hein, l'argument c'est parce qu'ils avaient forcément un père et une mère. Alors, si je me place d'un point de vue purement scientifique, oui, là-dessus, pas de problème. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'on m'explique, si on remonte dans le temps, pourquoi il n'y a pas d'autres mutations. Ça, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Mais la Bible, elle ne dit pas que Adam et Ève n'avaient... La Bible, au contraire, elle dit c'est Dieu qui les a créés. Point. Donc là, ok, c'est un acte de foi. C'est la parole de Dieu qui le dit, on le croit. Si on ne veut pas le croire, on ne le croit pas. Mais à ce moment-là, on a quand même des questions sans réponse. Ça, c'est l'argument principal pour dire Adam et Ève, scientifiques, ne peuvent pas être les mêmes que bibliques parce qu'ils ont forcément des parents. Mais on voit que ça... Il y a un problème. Je vous propose un petit bonus. Je vais vous en poser 2 petits bonus. Donc là, on a étudié tout ça. Maintenant, on va regarder un petit peu plus génétique. Là. Ce que nous sommes provient des informations génétiques de notre ADN. Là, ça va être un peu pour sourire. Toutes nos cellules possèdent 46 chromosomes, nous l'avons vu, qui sont tous en paire. 44 chromosomes dits autosomes, c'est-à-dire les non sexuels, et 2 chromosomes sexuels, dont le XY pour l'homme, qui sont tous associés par paire. Donc on a un chromosome, qui est formé une paire de chromosomes, pardon, avec 2 chromosomes, et sur ces chromosomes, il y a des gènes, présents sur chaque brin de chromosome. C'est-à-dire qu'en fait, les gènes sont toujours en double, puisqu'on a 2 chromosomes identiques, ce qui nous permet justement de pouvoir nous reproduire, et puis que les cellules elles-mêmes se reproduisent. Un exemple qu'on va prendre pour bien comprendre ce que je vais dire après, c'est, on va prendre le gène rhésus. J'aurais pu prendre n'importe quel gène, j'ai pris le gène rhésus, groupe sanguin. Certains sont rhésus positifs, et d'autres sont rhésus négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, quand c'est positif, c'est la présence du rhésus sur les membranes des hématies, et si c'est négatif, c'est qu'il n'y a pas de présence du rhésus sur les hématies. C'est tout. Enfin, après, ça a des implications, bien entendu, mais c'est d'un point de vue purement de l'observation. Le gène rhésus est porté par le chromosome 1, premier chromosome. Donc si on continue, on prend notre chromosome 1, premier, et on représente le gène rhésus sur ce brin chromosome. Le gène peut posséder 2 allèles. Soit il possède une allèle RH+, donc rhésus positif. C'est une allèle, c'est-à-dire c'est un petit code génétique qui dit il faut fabriquer des molécules de rhésus parce qu'il faut que les molécules de rhésus elles aillent sur les hématies. Dans quel cas on va devenir rhésus positif. Et elle peut avoir un allèle, c'est masculin, un allèle qui donne RH-, c'est-à-dire rhésus négatif, c'est-à-dire on ne fabrique pas de molécules de rhésus. Maintenant, comme les chromosomes sont toujours appairés, il y en a 2, et on a chaque fois le gène rhésus. Et avec plusieurs possibilités. C'est-à-dire qu'on peut avoir soit les 2 sont en rhésus positif, soit l'un est en rhésus positif, l'autre est en rhésus négatif, soit les 2 sont en rhésus négatif. Parce que les gènes, ce sont les mêmes, mais l'allèle n'est pas le même. Si les 2 disent qu'on fabrique le rhésus, l'individu est rhésus positif. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Facile. Si les 2 sont rhésus négatifs, on ne fabrique pas de rhésus. Donc on est rhésus négatif. Erreur là. Rhésus négatif en bas ici. Copier-coller malheureux. La question se pose quand on a les 2. Qu'est-ce qui se passe? On a le rhésus positif qui nous dit qu'il faut fabriquer du rhésus, et on a le rhésus négatif qui nous dit on ne fabrique pas de rhésus. Mais le rhésus négatif
n'interdit pas de fabriquer du Rhésus. Il dit simplement, on ne fabrique pas. Résultat, il y en a un qui dit qu'on fabrique, l'autre qui dit rien à la limite. Qu'est-ce qui se passe? On fabrique. Donc on devient un Rhésus positif. Ça, c'est un exemple pour expliquer quelque chose d'important, c'est que pour un gène, il y a plusieurs allèles possibles, égale plusieurs versions possibles, on va dire, qui sont triviales. Chaque individu possède 2 allèles pour un gène, un sur chaque chromosome. Ça ne peut pas être différent, hein, c'est un sur chaque chromosome. D'où la diversité des êtres humains. Parce qu'en fait, il y a énormément de gènes possibles, et sur chaque gène, il y a 2 possibilités. Donc imaginez les combinaisons. Ce qui fait notre diversité. Maintenant, quelle relation y a-t-il entre les allèles? Si on a le Rhésus plus et le Rhésus moins, on a vu que le Rhésus plus... le Rhésus moins ne s'exprime pas, donc la flèche n'est pas au bon endroit, là, il y a une erreur. Le Rhésus moins ne s'exprime pas, et le Rhésus plus, lui, s'exprime. On va dire que le Rhésus moins est un allèle récessif, c'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas, et l'allèle Rhésus positif est dominant. Parce qu'en fait, s'il y a les deux, il y en a un qui est plus fort que l'autre, grosso modo. Il est dominant. Adam est le premier de tous les hommes. Premier. Dieu nous dit qu'il est parfait. Ça veut dire qu'en tant que premier de tous les hommes, il est forcément porteur de tous les gènes et de toutes les allèles. Tous les allèles. Il les a tous, parce que pour pouvoir les transmettre. Sinon, il ne peut pas les transmettre. Donc il a les allèles récessifs et il a les allèles dominants. Dans Genèse 2,18, nous voyons que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc au départ, il n'y avait que l'homme, donc il avait tout. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et un peu plus loin, il est dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. On va étudier tout ça ce soir. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Chair, c'est bassar. Bassar en hébreu, qui est traduit par chair d'une façon générale, mais qui est constitué d'une première lettre, beit, qui est un mot qui signifie dans ou pour, ou par, et ensuite une racine shin reish qui désigne, donc tous les mots qui ont cette racine ont ce sens de tout ce qui libère et exprime la diversité, tout ce qui est solide et durable, tout ce qui est mesuré et en harmonie et qui induit l'équilibre. Tous les mots qui sont autour de ces idées-là ont cette racine-là en hébreu. La femme possède aussi tous les allèles, puisqu'elle est tirée de l'homme. Et c'est ce qui permet l'expression de la diversité. Parce que s'il n'y avait eu que l'homme, à la limite même à vivre éternellement, hein, même s'il avait pu se reproduire par... comment on appelle ça? Non. Clonage. Par clonage, il a toujours eu un allèle dominant, un allèle récessif, donc ça n'aurait été que les allèles dominants qui s'expriment. Or, puisqu'il y a la femme, on a une complémentarité, voire une supplémentarité, qui nous permet d'avoir une expression, c'est-à-dire qui libère et exprime la diversité dans l'équilibre. C'est ce que nous dit la Bible, dans l'harmonie et l'équilibre. Il y a toute une étude sur le couple, je vous invite à regarder pour retrouver ça. Ayant les allèles dominants et récessifs, les allèles dominants s'expriment tous, et les récessifs, jamais. Adam et Ève, donc, avaient quoi? Les yeux marrons, puisque c'est le gène, c'est l'allèle dominant par rapport aux yeux clairs, bleus, verts, même gris. Donc, forcément, Adam et Ève avaient les yeux marrons. Ils avaient une excellente vision de loin. Ils avaient une excellente vision nocturne. Ils pouvaient distinguer plus de 2 millions de couleurs. Ce sont tous les allèles dominants. Il avait les yeux bridés, puisque l'allèle dominant, c'est les yeux bridés. Ce ne sont pas les yeux européens bien ouverts, c'est les yeux bridés. En cheveux, il avait des cheveux noirs, bouclés, très fournis, avec des épis. On commence à avoir un portrait de Adam, là. Au niveau de son visage, il y avait des fossettes. À chaque fois, ce sont les allèles dominants. Le lobe de l'oreille détaché. Il avait de grosses lèvres, de grandes lèvres. Il avait des taches de rousseur. Il avait le nez aquilin. Le nez aquilin, c'est-à-dire pas droit, légèrement cassé, vous voyez, légèrement avec une courbure, un peu bec d'oiseau. On appelle aussi le nez bec d'oiseau, le nez qui retombe un peu comme ça. Il avait un nez très large. Ça, ce sont les allèles dominants. Autre que sur des points précis, il avait une peau pigmentée, donc il avait une peau foncée. Alors, on ne va pas affirmer qu'il avait une peau
d'Africains d'Afrique noire. Et il avait une peau très foncée. Il était immunisé contre les poisons végétaux. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons tous ces gènes-là, avec ces allèles-là, mais beaucoup, d'abord certains ont disparu ou quasiment. Certains de ces allèles, par exemple sur les poisons végétaux, on va les retrouver surtout chez les arborigènes, chez des personnes qui vivent dans des milieux naturels et qui n'ont pas perdu. Pour diverses raisons, on verra ça la semaine prochaine au niveau de l'épigénétique. Pourquoi nous on l'a perdu, pourquoi on en perd certains et pas d'autres. En tout cas, il était immunisé contre les poisons végétaux. Il était droitier. Adam était droitier. Je ne sais pas s'il écrivait, mais en tout cas, il était droitier. Son deuxième orteil sur les pieds était plus long que le gros orteil. Il avait un résus positif, forcément, c'est ce qu'on vient de voir, on a pris un exemple. Il avait une forte pression artérielle, etc., etc. Je vous invite, si ça vous intéresse, pour vous imaginer un petit peu à quoi pouvaient bien ressembler Adam et Ève, à continuer vos recherches sur les gènes dominants et les gènes récessifs, et vous aurez un petit portrait robot de Adam et Ève. C'était pour un peu sourire sur la génétique, bien que ce soit tout à fait sérieux. Maintenant, un dernier point. Un texte qui a fait beaucoup couler d'encre et qui a été utilisé à tort et à travers. Genèse, chapitre 3, verset 16. Après la chute, Dieu dit à Ève, ton mari dominera sur toi. Ça fait partie de ce qu'on appelle la malédiction, suite à la désobéissance d'Adam et Ève. Et donc, chacun en a eu pour son compte, dans le sens où Adam a lui aussi reçu, il devait travailler à la sueur de son front pour pouvoir manger. Ève, ton mari, entre autres, les accouchements difficiles, etc., mais ton mari dominera sur toi. Donc ça a été utilisé dans certains machismes, etc. On va regarder un petit peu le texte. Mais, V qui veut dire et, qui ne veut pas dire mais qui veut dire et. Donc déjà, il y a une petite nuance. Dominer, le verbe dominer, c'est machal en hébreu, machal, qui veut dire régner. D'accord. Exprime une autorité légale, judiciaire, donc vraiment quelque chose de fort, incontournable, mais uniquement quand il est doublé. C'est-à-dire qu'on a des textes en hébreu, pour qu'il y ait ce sens-là, il faut que ce soit machal, machal. En fait, il est répété 2 fois. Or, dans le texte de Genèse 3,16, il n'est pas répété 2 fois. Là, j'ai mis des exemples de textes bibliques dans lesquels on retrouve ce verbe exprimé 2 fois. Ou alors, il faut qu'il ait une préposition qui, justement, le détermine dans ce sens. Et là, il y a d'autres exemples de textes bibliques. Ici, il n'y a pas de préposition. Ici, ça s'écrit avec le yod en face, en début de phrase. Yod, ça se lit de droite à gauche. Donc le yod ici, yod, mein, shin, lamed. Et ce yod donne au verbe une forme de composé. Une forme composée, et ça veut dire que ce verbe-là, tel qu'il est conjugué, tel qu'il est orthographié, je dirais, signifie imposer quelque chose de durablement manifeste, matériellement. Donc là, on ne parle pas d'une domination sociale, intellectuelle, mais on parle de quelque chose qui va durer dans le temps et qui est matériel. Et le surtoit, c'est ça qui m'a interpellé, parce que le surtoit, bac, formé de 2 lettres, beit, comme tout à l'heure, dans, à, pour, par, comme on a vu tout à l'heure, et la lettre kaf ici, symbole d'un moule de la matrice. C'est-à-dire que c'est cette lettre qui est utilisée pour tout ce qui va désigner quelque chose qui va former autre chose, un moule. Donc dans le moule, dans l'intérieur, c'est quelque chose qui va s'imposer durablement, physiquement, matériellement, dans le moule. Les mutations sur les allèles chez le père d'un enfant, qu'elles soient positives ou négatives, et ça on en parlera beaucoup la semaine prochaine, dominent celles de la mère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, génétiquement, lorsqu'il y a une mutation sur un allèle du père, le spermatozoïde va amener cette mutation à l'enfant, et ce qui va se passer, c'est que l'enfant reçoit la moitié de son génome de la mère, la moitié de son génome du père. J'aurais pu rajouter la moitié de l'épigénome du père et la moitié de l'épigénome de la mère, mais ça on verra ça la semaine prochaine. Mais s'il y a une modification génétique ou épigénétique d'un allèle du père, elle est répliquée sur l'allèle hérité de la mère. C'est-à-dire que c'est la modification génétique du père qui va dominer sur l'allèle de la mère, et pas l'inverse. C'est-à-dire que dans le moule de fabrication de l'enfant, on a cette domination génétique de l'homme sur la femme
pour diverses raisons. Peut-être qu'on aura le temps la semaine prochaine d'étudier la chose. Il n'y a pas de dilution des modifications génétiques au travers des générations. Ça a des implications terribles, autant bénéfiques. À ce moment-là, c'est merveilleux, mais il y a beaucoup ça entraîne des choses qui sont terribles. Et en particulier, on verra ça la semaine prochaine, on va beaucoup mieux comprendre ce texte de la Bible qui dit que Dieu fait payer quelque part la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. En réalité, on va voir qu'au niveau d'une transmission des allèles et une transmission génétique et épigénétique, on a des mutations qui peuvent être induites, par exemple pour l'alcoolisme, on a des mutations d'allèles, je vous montrerai ça la semaine prochaine, qui vont se transmettre sur les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. Et qui peuvent être amplifiés dans certains cas, évidemment, et qui peuvent être arrangés, je dirais, modifiés dans le bon sens, dans d'autres cas, et en particulier par un travail de la mère. Et c'est pour ça qu'on va comprendre l'équilibre de l'homme et de la femme. Je mets ma dernière page sur un peu de bibliographie, parce qu'il y en a beaucoup, mais là, avec ça, déjà, vous avez de quoi bien chercher. Malheureusement, je suis désolé, c'est en anglais, parce qu'en français, il n'y a pas grand-chose. Il y a très peu de choses en français. Mais en tout cas, là, vous avez tout ce qu'il faut pour reprendre tout ce que j'ai dit, aller encore beaucoup plus loin, et vous verrez que c'est vraiment très impressionnant. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.